son oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Le 4 février 2025, nous sommes retournés, Joël Vacher et moi-même, au musée de la Contemporaine à l'Université de Nanterre pour rencontrer l'historienne Anne Tourniéroux et parler du catalogue de l'exposition « Enfants en guerre, guerre à l'enfance » que nous vous avons présenté dans l'émission Civis Pacem du 16 janvier. Je vous avais dit que le livre catalogue conçu pour cette exposition par Manon Pignot et Anne Tourniéroux était d'une richesse de textes et d'images remarquables et méritait une analyse complète. Alors c'est ce que nous allons faire dans cette émission avec Anne Tourniéroux. Quand vous avez conçu ce que vous appelez un catalogue qui est édité par les éditions à la fois de la Contemporaine et de l'édition Anamosa peut-être, à ce moment-là, quand vous avez conçu ce livre, Anne Tourniéroux, comment vous avez procédé ? Alors bonjour, donc pour cet ouvrage, nous avons souhaité à la fois concevoir un catalogue d'exposition qui restituait l'essentiel du propos qui était le nôtre et qui reprenait une partie des pièces exposées, qui sont d'ailleurs effectivement reproduites dans le catalogue. Mais l'idée aussi était d'aller un peu plus loin sur des thématiques qui étaient peut-être moins abordées ou peut-être même pas abordées dans l'exposition, notamment des conflits qu'on n'allait pas forcément couvrir dans l'exposition. D'ailleurs, quand vous avez commencé à préparer cette exposition, on l'a déjà dit, vous avez été, comme on dit, percuté par l'actualité, c'est-à-dire les conflits qui démarraient en Ukraine, puis ensuite en Israël, Gaza, puis d'autres conflits dans le monde aussi. À ce moment-là, est-ce que ça vous a donné aussi l'idée de contacter des personnes qui pouvaient participer à cet ouvrage que vous avez fait pour le catalogue, mais qui est un livre d'histoire contemporaine, on peut l'appeler comme ça. Alors dès le départ, effectivement, donc en lien aussi avec les événements qui sont advenus tout au long du temps de préparation, donc effectivement
la guerre au Proche-Orient, mais aussi la guerre en Ukraine. Notre idée était aussi d'intégrer, au-delà du point de vue purement qui est celui des historiens, d'avoir aussi finalement le point de vue d'un journaliste et d'une psychiatre. Donc, notamment pour les citer, pour la psychiatre Marie-Rose Moreau, qui est psychiatre pour bébés, enfants et adolescents, pour reprendre la manière dont elles sont qualifiées et que je trouve très juste, et qui est amenée en fait à prendre en charge des enfants de retour de zone qui sont rapatriés de retour de zone de combat, mais aussi Alan Caval, grand reporter au Monde, et notamment pour cette question de l'instrumentalisation des enfants, il a couvert donc le conflit en Syrie et il s'est intéressé au destin d'enfants en fait à l'issue du conflit syrien. Donc c'est notamment des jeunes morceaux du califat. Donc c'était pour nous nécessaire d'intégrer cette forme d'actualité dans ce catalogue, qui est aussi effectivement pensé comme un livre d'histoire, qui rend compte un peu une somme, qui rend compte à la fois des recherches en histoire, mais aussi finalement de l'actualité de ces questions-là. Alors on va peut-être feuilleter ce livre, chapitre par chapitre, après tout. Comme ça permettra aux auditeurs et auditrices de Radio Libertaire de le découvrir, et en même temps d'avoir envie de se le procurer. Parce que, bon, on ne pourra pas tout dire, mais c'est une lecture extrêmement intéressante et relativement facile, et que j'ai testée avec d'autres personnes. Et quand je leur ai montré le livre, tout de suite, ils ne voulaient plus me le rendre. Donc, ils voulaient le lire jusqu'au bout. D'ailleurs, je vois que Jojo aussi le consulte. Alors, ça commence par l'introduction. Et l'introduction avec une très belle phrase qui est « La vérité de la guerre sort de la plume des enfants ». Alors je ne sais pas, c'est Manon Pignot qui a écrit ceci. À la question « Que fait la guerre aux enfants ?», la réponse paraît évidente, du mal. Alors, dès l'introduction, on introduit comme ça la présence des enfants dans la guerre. C'était essentiel, vraiment, d'introduire de cette manière la question, puisque l'idée c'était d'aller au-delà en fait de cette question, à la fois dans l'exposition et donc dans le catalogue. L'idée étant en fait vraiment d'insister sur le fait d'envisager la guerre à hauteur d'enfant d'une part, donc à travers les productions enfantines notamment, mais aussi finalement de restituer les enfants, le rôle des enfants en tant qu'acteurs de leur histoire et de l'histoire. Et donc finalement c'est une manière, en quelque sorte, un peu d'évacuer finalement une évidence, qui est qu'effectivement la guerre fait quoi aux enfants? Elle fait du mal en tout premier lieu. Alors ensuite il y a un autre chapitre. Les enfants et la guerre dans les collections de la contemporaine. Alors là, c'est vous, Anne Tourdierou, historienne, qui vous en êtes occupée. Donc c'est vous qui êtes allé chercher dans les archives tout ce qui pouvait nourrir l'exposition. Et là, est-ce que dans les archives de la contemporaine, il y a énormément de documents qui vous permettent d'alimenter une exposition? Alors justement, sur ce sujet, c'est assez... Finalement, il y a énormément de documents. Les enfants sont omniprésents, en fait, quand on parcourt les archives, que ce soit les affiches, les photographies, les archives d'associations, de particuliers. Donc c'est vraiment marquant. Alors à la fois ils sont omniprésents, mais de manière complètement, c'est vraiment incidemment. C'est-à-dire que il n'était ni le sujet en propre à ce moment-là. On n'aura pas produit un document parce ce sont des enfants ou sujets d'enfants. Donc c'est intéressant aussi de questionner un peu finalement ces archives et la manière dont on a collecté un peu justement ces traces de la guerre. Et finalement on a trouvé quelques productions enfantines, mais assez peu. Donc c'était assez intéressant, hormis quelques fonds un peu particuliers, notamment des fonds qui résultent en fait d'enquêtes menées dans des contextes scolaires. Donc ce sont des choses qui sont assez connues et d'ailleurs détenues dans d'autres établissements. Mais c'était pour nous l'occasion de faire ressortir les traces laissées par les enfants dans nos archives, issues pour le coup de fonds de particuliers ou d'associations. Donc c'était vraiment un travail passionnant de recherche dans les fonds. Mais tout ça, pour une historienne, il faut le remettre dans le contexte, d'après ce que je comprends. C'est-à-dire qu'après, à ce moment-là, vous remettez par rapport aux périodes. C'est tout un travail. Alors oui, il y a eu tout un travail. Alors,
Pour tout ce qui est fonds d'archives qui sont rentrés sous forme de dons, en général, dons, alors pour employer le terme archivistique du producteur, donc en fait l'association, le particulier qui aura produit ces documents ou collecté ces documents, on peut retracer toute l'histoire des documents. Donc ça c'est essentiel pour nous et ça nous permet justement d'éviter des interprétations qui pourraient être malheureuses. Alors la difficulté a été pour les photographies, et c'était très intéressant pour nous, puisqu'il y a vraiment un regard à porter sur notamment les photographies qui relevaient d'une production vraiment de propagande, notamment dans les régimes fascistes, autoritaires de l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, et même au-delà, si on pense à la Chine communiste ou à l'URSS. Et il y a eu aussi le fait de restituer le travail aussi de reporter, photoreporter, qu'on a pu perdre finalement. On a perdu... ces photos, en fait, sont devenues anonymes avec le temps. Donc c'était aussi important de retracer toute l'histoire de ces photographies, puisqu'en fait, sans ce contexte de production, sans légende, on peut faire dire à peu près tout ce que l'on souhaite à une image. Donc c'était vraiment essentiel ce travail, et passionnant. Oui, parce que quand un particulier vous fait un don avec des photographies, elles ne sont pas forcément classées, il n'y a pas forcément les dates, il n'y a pas la description obligatoirement des personnages. Donc là, c'était vraiment une recherche après historique assez importante, parce qu'on le fait même quand il y a une archive particulière, on se rend compte même quand on classe nos photos, la difficulté. Donc, est-ce que c'est une difficulté aussi que vous avez rencontrée en préparant l'exposition ? Alors pour tout ce qui est documents iconographiques, ça reste une difficulté constante pour nous, sachant qu'on perd très très vite la mémoire de ce qui a pu advenir avant nous. On a assez peu de traces, c'est des registres avec vraiment très sèchement écrit l'entrée d'un document à telle date, le nom du donateur, parfois on va un peu préciser qui il peut être, mais c'est rare finalement. Donc là, en fait, on a eu la chance de travailler avec Camille Lécuyer, qui est doctorante à Cergy, qui achève sa thèse sur la question de la photographie notamment, et qui notamment a pu mener un vrai travail d'enquête autour d'une photographie de la retirada d'une famille espagnole qui franchit en fait la frontière espagnole, elle franchit les Pyrénées. Et il se trouve en fait qu'il a fallu que cette photographie soit diffusée tout d'abord dans les titres de l'époque, donc dans la presse illustrée de l'époque, pour dénoncer l'accueil qui était fait de ces populations espagnoles en France. Puis après, en 2006, dans un article en fait, parce que cette photo a été utilisée en fait pour produire un monument en commémoration justement à cette retirada, et en fait ça a fait réagir un des protagonistes de la photographie, qui était enfant alors. Et donc, grâce à ça, des journalistes espagnols, en fait, ont retracé l'histoire de cette photographie et donc finalement de cette famille. Et c'est une manière d'incarner cet exil des Espagnols à l'issue de la guerre d'Espagne en 1939, une fois que le général Franco... à la main mise sur l'Espagne. Donc c'était vraiment un travail essentiel et qui nous permet d'identifier un peu ces protagonistes et c'est peut-être les rares photographies pour lesquelles on a des noms. On a des noms sur ces visages-là. Alors c'est pour ça qu'on conseille, nous, aux personnes qui font des photos, de bien marquer derrière la date, le nom des personnages, si c'est possible. Bon, maintenant, je sais qu'avec les téléphones, c'est très compliqué de le marquer. Alors, on poursuit un peu la lecture de notre livre catalogue. Alors, il y a justement, vous avez parlé de la psychiatre Marie-Rose Moreau, les dessins d'enfants, une vie après la guerre. Alors là, vous avez effectivement dans l'exposition de nombreux dessins d'enfants, mais ce n'est pas une analyse, bien sûr, faite par une psychiatre. Quel est l'apport de l'historienne sur ces photos ? Sur ces dessins, pardon. Alors Manon Pignot et d'autres, avant elle et surtout après elle, vont vraiment s'intéresser au dessin comme source historique. Donc avec une approche vraiment qui est de restituer le contexte de production du dessin et de saisir les éléments justement à proprement susceptibles d'éclairer en fait la manière dont va être perçu un conflit par les enfants.
et de cette manière-là, finalement, de relever des formes d'invariants, notamment concernant, par exemple, les bombardements, avec le fait que les enfants, on le perçoit, hein, selon les cultures, les conflits, à travers le temps, que les enfants perçoivent que le danger vient du ciel. On le voit avec des représentations notamment de zeppelins pour la Première Guerre mondiale. Après, ça va être des avions pour la Seconde Guerre mondiale, ou encore des hélicoptères, par exemple, dans les guerres civiles, hein, en Amérique centrale. Donc c'est plutôt se placer de ce point de vue-là. Les historiens et historiennes ne vont jamais aller au-delà et se lancer dans des interprétations qui relèveraient finalement du champ de la psychologie, de la psychiatrie. Donc, d'où un travail, hein, que Manon Pignot et d'autres mènent justement avec ces psychologues et psychiatres pour enfants, pour justement vraiment définir une méthode propre à l'historien, à l'historienne, et de ne pas emmêler les choses. C'est vraiment essentiel. Alors là, on va rentrer dans les différents chapitres dans le livre, parce qu'il y a d'abord endoctriner, ensuite endoctriner, expérimenter et cibler. Alors, on commence par le chapitre endoctriner. Des enfants forgés pour la guerre, le nazisme et l'endoctrinement de la jeunesse. Alors là, c'est Nicolas Patin de l'université de Bordeaux-Montaigne et Manon Crelot de l'université aussi Bordeaux-Montaigne. Alors là, il s'agit essentiellement des organisations de la jeunesse nazie pendant le nazisme en Allemagne. Alors cette question, elle occupe les historiens contemporanéistes depuis très longtemps. L'idée de cet article, justement, c'était peut-être de proposer un peu une synthèse de ce qui a pu être écrit, en notamment s'appuyant sur les archives qu'ont laissées les enfants allemands, justement, qui ont subi cette propagande à la fois au sein des organisations de jeunesse, mais aussi dans des cadres scolaires. Et l'idée était de restituer, justement, finalement, d'interroger l'intériorisation de tous ces codes, de tous ces rituels, de cette... vraiment, on pourrait parler de lavage de cerveau sur toute cette génération-là. Donc c'est vraiment un point de vue finalement qui reste assez inédit et l'article s'attache vraiment à démontrer cela avec des photos assez marquantes. Peut-être mentionner justement les photos qui sont offertes à Hitler et qui lui sont envoyées lors de son anniversaire, où on voit des enfants posés, et notamment un nourrisson avec une couverture avec une croix gammée dessus. Donc on voit aussi une adhésion au-delà des enfants, de la société complète. Adhésion d'ailleurs où on se pose la question un peu de gré ou de force. Oui. Voilà. Alors justement, ce chapitre, je lis à la fin, les nazis avaient formé une génération d'enfants allemands à faire la guerre. Ils les envoyaient vers une mort certaine. Donc c'était vraiment fait pour ça, cette propagande. Ensuite, il y a un autre article, des albums martyrologues, l'engagement juvénile durant la guerre Iran-Irak. Alors là, c'est de 1980 à 1988, c'est beaucoup plus récent. Un article de Parent Danesh, de l'E-H-E-S-S. Bon, j'arrive à le dire. Alors là, il s'agit surtout de l'enrôlement des jeunes, notamment en Iran, pour lutter contre l'attaque de l'armée irakienne en Iran. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu traiter dans les livres d'histoire pour l'instant. C'était tout l'enjeu, c'était justement d'aller vers du très contemporain, en le liant d'ailleurs à l'article précédent, c'est-à-dire en fait questionner tous ces mécanismes, processus qui vont faire que des enfants, des adolescents vont finir par s'enrôler dans une armée ou aller au combat ou commettre des attentats suicides.
Et ce qui est assez... c'est un article vraiment de Parane Danesh qui est vraiment essentiel, puisqu'elle rend compte de ses recherches finalement avec la difficulté de pouvoir les documenter. Donc en fait, pour la petite histoire, ces albums martyrologes en fait, sont des albums de famille qu'un artiste iranien en fait, a retrouvé dans la rue. C'était des albums qui étaient prêts à être jetés. Voilà, donc... c'était à la fois un travail de collecte avec pour l'artiste qui en fait à partir de là a composé lui un projet artistique, et pour la jeune chercheuse en fait c'était des sources vraiment uniques et essentielles qui permettaient de restituer vraiment tout ce processus d'enrôlement et les conséquences aussi sur la famille, puisqu'il s'agit d'albums de famille. Donc c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de voir l'implication finalement bien au-delà de la catégorie qu'on va cibler, qui est spécifiquement les enfants et les jeunes adolescents. Alors justement, en Iran, c'est ce fameux culte des martyrs, et qu'on trouve encore des photos le long des routes de ces jeunes qui sont morts à la guerre. Alors il y en a de tous âges, mais il y en a de très jeunes, et ils ont des cimetières à part où justement il y a toujours leurs photos, et où les familles viennent se recueillir encore aujourd'hui. Mais ces cimetières sont spécifiques cimetières de martyrs. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas les gens, ceux qui sont morts à la guerre et ceux qui ne sont pas morts à la guerre. Chiffon imbibé d'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes, morts les enfants de la guerre pour les idées de leur père. Balles à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et grabataires, se partagent l'univers. Morts les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Morts les enfants de la haine, près de nous plus lointaine. Morts les enfants de la peur, chevrotine dans le cœur. Balles à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Morts les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Morts les enfants de Céveso, morts les arbres, les oiseaux, morts les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août, papa picolait sans doute, 2 ou 3 verres, quelques gouttes. Balles à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et tortionnaires, se partagent l'univers. Mort l'enfant qui vivait en moi, qui voyait en ce monde-là un jardin, une rivière et des hommes plutôt frères. Le jardin est une jungle, les hommes sont devenus dingues, la rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une arme. Balle sur l'ambassade, attentat, grenade, hécatombe au ministère, sous les gravats, les grabataires.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire et nous écoutons aujourd'hui dans notre émission l'historienne Anne Tourniéroux, co-auteure du livre catalogue de l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance, exposition qui se tient jusqu'au 15 mars 2025 au Musée de la Contemporaine à l'Université de Nanterre. Elle nous présente les différents articles publiés dans le catalogue qui est un véritable livre d'histoire contemporaine. Alors, un autre chapitre, le prisonnier, le petit-fils et le lionceau, des enfances brisées dans l'ombre de l'État islamique. Alors là, c'est Alan Cavall, le journaliste du Monde. Et là, alors il s'agit bien sûr encore de quelque chose de très récent, puisqu'il y a le portrait d'enfants de Roubaix qui se sont engagés dans le djihadisme. Alors là, on est dans pleine actualité. Alors là, on a été de la même manière rattrapés avec justement la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. On tenait vraiment à avoir le point de vue, finalement, donc on évoque l'instrumentalisation, l'endoctrinement, les conséquences, je dirais, immédiates de cette instrumentalisation qui va être ces enfants martyrs, hein, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale ou alors en Iran-Irak. Là, il faut poser aussi la question des adolescents et enfants qui finalement vont survivre. Et poser finalement la question de leur devenir. Que se passe-t-il pour eux, sachant que c'est un sujet qui est particulièrement, je pense, sensible, notamment en France, où il n'y a pas cette politique de rapatriement systématique, notamment des enfants qui ont été impliqués, impliqués eux-mêmes, ou alors que leur famille les a impliqués dans ces projets djihadistes. Alors finalement, la Belgique ou l'Allemagne ont rapatrié de manière systématique ces enfants et leurs familles qui étaient internés, une fois qu'ils étaient faits prisonniers. Mais en France, effectivement, on a vraiment, dans la société, ça pose beaucoup de... Il y a beaucoup de débats, disons, et même la justice a de grandes difficultés, en fait, et va traiter c'est vraiment un traitement cas par cas. Donc ça nous semblait essentiel, et là, comme c'est un sujet effectivement extrêmement récent, avec des implications qui vont au-delà du champ de l'historien, c'était essentiel de faire appel notamment à ce grand reporter qui connaît extrêmement bien la région et ces questions-là, et apporte en plus vraiment c'est vraiment un article avec une écriture journalistique où il n'y a pas de... Voilà, on ne va pas dans l'analyse, il nous propose des témoignages. Après, ça amène une réflexion et ça nous semblait essentiel après que ce soit les personnes qui vont parcourir cet article-là qui, après, oui, s'emparent du sujet. C'est un très long article. Justement, il y a des exemples qui font référence à l'actualité. Là, on est en pleine actualité. Alors, on passe au chapitre suivant qui est expérimenté. Tous à la campagne, évacuer des enfants, ou les enfants, loin des dangers de la guerre. Alors là, on est en 1917, jusqu'en 1945, de Célia Caran, Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, on est dans la guerre d'Espagne. Alors justement, tous ces enfants qu'on a mis à l'abri dans différents pays, et notamment en France, mais c'est encore quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on les enlève de leur pays, de leur famille, et alors après, comment vont-ils être élevés ? Alors effectivement, Célia Caran aborde ça avec beaucoup de... elle va vraiment sous-peser justement les différentes politiques d'évacuation des enfants qu'il y a pu y avoir de la guerre d'Espagne et pendant la Seconde Guerre mondiale. Justement, à la fois en soulignant les bonnes intentions au départ. Enfin, c'était toujours l'idée d'éloigner les enfants du danger. Donc, a priori, les intentions sont bonnes. Mais finalement, sans tenir compte des enfants eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose où elle montre finalement les conséquences pour les enfants et à hauteur d'enfants. Qu'est-ce que ça signifie être évacué ? Donc, évacuer, c'est être séparé de sa famille, sans saisir forcément les enjeux. Et être accueilli plus ou moins bien, et parfois être extrêmement mal accueilli, être mis au travail forcé,
par la famille qui est censée d'accueil, dirons-nous, dans ces cas-là. Entre guillemets. Et voilà, entre guillemets, et parfois ne plus, et finalement parfois à terme, mais ça on ne le sait pas au départ, notamment pour des enfants espagnols, ce sont des enfants notamment qui ont pu être envoyés via le Parti communiste en URSS. Et ce sont des enfants qui ne retourneront jamais en Espagne parce que, en fait, à la fin de la guerre d'Espagne, une fois que le franquisme va s'imposer, forcément, les communistes ont massivement fui le pays ou vont être pourchassés pour ceux qui sont encore là. Et donc, ce sont des enfants qui ne seront jamais rapatriés. Et donc, des enfants qui resteront en URSS. Donc, on peut imaginer les conséquences à long terme pour ces enfants-là, une fois devenus adultes et pour même leurs descendants. Alors, donc on passe de la guerre d'Espagne à l'Allemagne, l'Italie, la France aussi, avec un autre chapitre, Grandir pendant la guerre, malgré la guerre. Enfance d'Europe occidentale, alors là en 1939-1945, un article de Camille Mahé de l'Université de Strasbourg, qui a d'ailleurs écrit aussi, j'ai vu, un livre, La Seconde Guerre mondiale des enfants, Allemagne, France, Italie. Alors là, ce sont les violences que les enfants ont subies et tout ce que ça représente et qu'ils essaient d'ailleurs là de représenter dans leurs dessins. Il y a plusieurs dessins dans le livre intéressants. Alors effectivement, l'article de KMA est vraiment précieux. C'est vraiment une manière assez inédite qui est propre à cette école un peu historiographie, d'historienne notamment, essentiellement, qui est de considérer, comme Manon Pignot le fait depuis longtemps, et d'autres encore, de considérer justement ce bouleversement au quotidien qu'implique la guerre, donc notamment la Seconde Guerre mondiale, pour des enfants de pays, des pays à la fois des Alliés, mais aussi des petits Allemands et des Italiens, à travers les dessins d'enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit, mais aussi les témoignages, d'ailleurs. Les témoignages des enfants à travers leur production des journaux intimes ou même des travaux scolaires, et même de vieux enfants, des enfants qui, une fois devenus adultes, on va les interroger sur ces expériences-là. Et donc, c'est vraiment une autre manière de percevoir les conflits, et c'est assez essentiel puisque c'est une génération qui, finalement, en tout cas, si on pense aux petits Français, leurs parents ont connu la Grande Guerre et eux-mêmes, en fait, vont connaître les guerres de décolonisation dans lesquelles vont parfois, leurs enfants pourront être notamment partir, par exemple, en Algérie. Donc c'est quand même pas sans conséquence. Ce sont vraiment des enfants de la guerre à tout point de vue. Alors justement, en Algérie, là, on est le chapitre suivant. La guerre d'indépendance algérienne, un conflit colonial à hauteur d'enfant. Alors là, c'est Lydia Haj Ahmed qui a écrit, j'ai vu aussi un livre, l'école malgré la guerre, l'école grâce à la guerre. Alors c'est aussi intéressant ce terme, l'école grâce à la guerre, puisque pendant la pacification, beaucoup d'appelés ont été amenés à devenir des instituteurs. Malheureusement, ils ne sont pas restés très longtemps instituteurs. Après, on les a mis dans des conditions absolument épouvantables. Et certains, d'ailleurs, ont été malades de façon psychiatrique, étant donné qu'ils devaient éliminer des enfants qu'ils avaient eus en classe. Donc on a connu, il y a eu des documentaires qui ont été faits d'ailleurs sur ce sujet. Alors là, donc, guerre d'indépendance algérienne, on se rapproche là. Mais c'est ça, on s'approche. Donc là, c'est la génération qui va suivre. Donc ce sont les enfants, des enfants qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, cette jeune docteure a fait un travail assez inédit et vraiment essentiel, puisqu'elle convoque à la fois des dessins d'enfants et des sources finalement qu'on va trouver en France, donc des sources produites notamment, si je pense aux photographies de l'armée, où on voit ces justement appelés du contingent qui sont mis en scène dans ces classes, improvisées plus ou moins.
Et elle va aussi interroger, et ça c'est vraiment, je trouve, assez précieux et une démarche malheureusement encore largement inédite, elle va interroger aussi les sources en Algérie. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, elle a mené notamment des campagnes d'entretien avec ses enfants qui ont connu ces écoles-là, dans le cadre de sa thèse, où là, elle en reprend effectivement quelques-uns. Et c'est vraiment essentiel, puisque, à nouveau, ça permet de rendre compte, finalement, de la manière dont les enfants, qui étaient les premiers concernés, finalement, ont vécu cette école, notamment ces écoles avec ces instituteurs qui étaient à la fois des militaires français, les colonisateurs, et puis qui plus tard, malheureusement, pourront potentiellement devenir leur bourreaux. D'où l'importance vraiment de son travail, à saluer et vraiment inédit. Alors justement, elle parle aussi des déplacements de familles et d'enfants par la même occasion, puisque des villages étaient complètement déplacés, dans des villages soi-disant reconstitués, mais qui étaient de véritables camps de concentration. Ensuite, elle parle aussi qui sont témoins de la mort de leurs parents. Il y en a un, il y a une phrase là justement, papa est mort, maman pleure, ce qu'ils voient, y compris ils sont témoins parfois de torture, et il y a même des interrogations d'enfants. Là, on a une photo notamment de jeunes enfants qui sont... on connaît toutes les horreurs de la guerre coloniale, on ne va pas tous les raconter, mais il y a une phrase qui m'a intéressé. « Les enfants apprennent à se taire et à cloisonner ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. » Alors, est-ce que c'est les parents qui les ont, ou est-ce que c'est la situation qui les a rendus aussi prudents, disons? On ne sait pas. Je dirais que c'est un peu des deux, c'est extrêmement difficile. Les enfants saisissent assez rapidement, d'autant plus dans des contextes d'urgence comme ça, finalement, ce qu'il faut dire, ne pas dire, et devant qui. Les enfants, c'est un instinct de survie vraiment. Ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe, même si ils vont pas en maîtriser tous les tenants et aboutissants, mais eux, ils en voient finalement concrètement les conséquences. Et donc les enfants, montreront de la défiance. Alors après, c'est très compliqué dans quelle mesure. Enfin, justement, ça dénote une compréhension du phénomène guerrier auquel ils assistent. Ça, c'est toujours la difficulté. Surtout que là, il y a des composantes politiques, historiques, culturelles extrêmement fortes. Mais là, c'est un peu quelque chose c'est un peu une boîte noire. Parce que là, c'est vraiment se mettre dans la tête des enfants. Et c'est extrêmement compliqué. Sachant qu'après, les témoignages qu'elle a pu récolter des enfants, une fois devenus adultes, nous-mêmes, je pense que on va beaucoup... Je pense que on va beaucoup analyser. Alors que je pense qu'on fait clairement... On va faire appel au psychiatre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un peu la limite de l'exercice, de toute manière, de sa perception de la guerre à hauteur d'enfant. Je pense que clairement... Alors, on passe à un autre chapitre, le dilemme identitaire des enfants appropriés de la dictature argentine. Alors là, c'est Camille Lécuyer, on en a parlé tout à l'heure, de l'université de Cergy, spécialiste donc de la photographie, et elle parle alors bien sûr, des détentions d'enfants, des disparitions, de l'appropriation d'enfants, puisqu'on a enlevé des enfants à des familles d'opposants pour les mettre dans des familles de la dictature, et puis les révoltes donc de cette recherche des enfants, qui est ensuite pour les retrouver, ces enfants, parce que les familles ont fait des recherches, et notamment aussi les maires de la place de Mai, etc., tous ces enfants disparus. Ça, c'est intéressant aussi, l'Argentine. C'est extrêmement intéressant. Donc effectivement, je remercie à nouveau Camille Lécuyer pour tout le travail qu'elle a fait sur l'exposition. Et justement, c'est elle qui nous a amené cette question des enfants appropriés, enfants déplacés, enfants enlevés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va interroger cette question-là sous un angle qui, finalement, n'est pas l'angle le plus classique. Donc, effectivement, l'Argentine, c'est peut-être un des
C'était une des pratiques d'enlèvement d'enfants qui était parmi les plus connues. Je pense que le phénomène des mères de la place de Mai, puis des grands-mères, puisqu'elles ont perdu très vite l'espoir de retrouver leurs enfants. Donc elles se sont tournées plutôt vers l'idée de retrouver leurs petits-enfants. Elles s'interrogent ce moment où justement ces grands-mères vont retrouver leurs petits-enfants. Et elles s'interrogent sur le cas notamment de jumeaux. Qui se sont retrouvés pour l'un adoptés dans une famille de tortionnaires sous la dictature et une autre par une famille qui pour le coup qui n'était pas forcément sympathisant du régime de la dictature mais qui a adopté cet enfant en toute bonne foi. Et donc, c'est à la fois quelque chose d'assez troublant de par la gémellité de la fratrie, le fait qu'on est dans vraiment des enjeux familiaux et mémoriaux qui sont très différents. Et en plus, on ajoute à ça une médiation toute particulière de ce cas-là, puisque ce sont des jumeaux. Donc, c'est très télévisuel pour dire les choses. Et donc, en fait, ces retrouvailles familiales se sont faites sur un plateau télévisé. Donc, il faut imaginer pour ces adolescents, c'est quand même assez particulier. Et c'est vraiment très emblématique aussi finalement de qu'advient-il de ces enfants ou petits-enfants une fois qu'on les a retrouvés, et pour les familles, les proches, l'entourage, et finalement de montrer toute la complexité de ces phénomènes-là. Écoute, quand la guerre se permet un instant de silence, écoute l'enfant, il pleure dans le vacarme des sirènes. Les nuits, les jours, les semaines passent. Dans son regard, c'est la peine et la peur qui lui rendra ses plus doux souvenirs d'enfance, qui lui rendra ses beaux rêves emplis d'espérance. Cet enfant est venu sur terre pour être heureux, qui lui rendra les reflets du soleil dans ses yeux. Vois le soleil doré comme tous les enfants du monde. Oublie le soleil sanglant qui brûle ton tendre cœur. Crois que le ciel t'envoie l'amour profond et te bénit avec le sourire des étoiles. Écoute, ce n'est pas un oiseau qui cherche sa liberté, c'est le cœur d'un enfant qui bat. Le cœur qui voulait comme les autres être aimé, mais le monde de l'enfance éclate. Promets à cet enfant qu'il retrouvera sa maison comme avant. Promets-lui qu'il rira heureux avec ses parents, que son cœur innocent trouvera son demain. Promets-lui qu'il verra fleurir le printemps prochain. Vois le soleil doré comme tous les enfants du monde. Oublie le soleil sanglant qui brûle ton tendre cœur. Crois que le ciel t'envoie l'amour profond et te bénit avec le sourire des étoiles. Vois le soleil doré comme tous les enfants du monde.
enfants du monde. Avec l'historienne Anne Tournier-Roux, co-auteure du livre catalogue de l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance, exposition qui se tient jusqu'au 15 mars 2025 au Musée de la Contemporaine à l'Université de Nanterre, nous vous présentons dans cette émission les différents articles publiés dans ce catalogue que je vous conseille d'ailleurs de vous procurer, ce catalogue qui est un véritable livre d'histoire contemporaine. Alors on arrive donc à un des derniers chapitres, mais pas encore, qui est le chapitre ciblé. Alors le ciblé, ça veut dire, là on est carrément dans les phénomènes du génocide. Alors on a un premier chapitre, une histoire gravée dans les eaux, les enfants arméniens condamnés à disparaître. Alors là c'est Anouch Kun, au CNRS, qui a écrit notamment des livres aussi sur la violence et la violence extrême dans ces cas-là, et au bord de l'effacement. Je crois que c'est le titre d'un livre, au bord de l'effacement. Alors le génocide, là, vise particulièrement les enfants. Pourquoi ? Alors, les processus génocidaires, justement, vont particulièrement viser les enfants, puisque ce sont les racines d'une communauté, ethnique, religieuse, voilà. Et l'idée, l'objectif des génocidaires étant de faire disparaître cette communauté, on va s'en prendre aux racines, et donc aux enfants, avec l'idée de faire à la fois disparaître les corps, mais aussi l'histoire et la culture. Et dans le cas du génocide arménien, qui a été donc en plus qualifié de génocide bien après, il a fallu attendre qu'en 1946, finalement, on reconnaisse qu'il y ait cette législation internationale qui définisse ce que sont les crimes, les crimes de masse. Et ce qui fait que finalement, à la fois les génocidaires armés, en l'occurrence ottomans, ont fait disparaître les traces, en fait, de ce qu'il advenait à ce moment-là. Et donc, il y a tout un travail de recherche dans les archives, et justement tout cet effacement qu'elle a pu constater, qui rend extrêmement difficile de documenter le phénomène, et encore plus à hauteur d'enfant. Et en fait, elle s'appuie notamment dans cet article, et ça c'est quand même un travail assez colossal, sur des registres qui sont conservés aux archives de l'ONU, et qui permettent finalement de retracer le destin de ces enfants, et puis généralement des Arméniens qui ont survécu au génocide au moment de leur prise en charge. Mais ça pose la question finalement de l'effacement de la mémoire, puisque notamment les enfants jusqu'à un certain âge sont assez peu capables. Ils peuvent dire leur prénom, éventuellement leur âge, mais leur nom de famille, sachant que c'est en plus selon les cultures, et là c'est le cas, les noms de famille c'est pas quelque chose de systématique, on va se reconnaître plutôt par une filiation, et donc en fait finalement il y a cet effacement, d'où ce terme d'effacement, qui même pour ces enfants rescapés finalement, il y a cet effacement des liens. Et finalement, elle pose cette question-là à travers ce cas bien particulier, qui est le génocide en Arménie, bien spécifique, et qui se différencie par là de la Shoah et des génocides suivants, pour lesquels en fait ils sont beaucoup plus documentés, puisqu'en fait on a cette législation qui va faire qu'on pourra condamner, et qu'on a condamné d'ailleurs, les génocidaires. Alors le chapitre justement suivant, penser les expériences des enfants juifs pendant et après la Shoah, une perspective transnationale. Alors là, c'est Laura Hobson-Faure de l'université Sorbonne, qui a été d'ailleurs, je vois, auteur avec Manon Pignot des enfants en guerre, sans famille, dans les conflits du XXe siècle. Alors là, c'est beaucoup plus large, mais sur la Shoah, justement, ce qui est noté, c'est le taux de survie de ces enfants, qui était de 11%, alors que le taux de survie des adultes était de 33%. Alors bon, c'est difficile de parler de ça, étant donné qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui ont disparu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer les migrations forcées pour essayer de les sauver et de les éloigner. Alors il y a eu, bien sûr, quelques enfants sauvés en France, dans des villages qu'on connaît maintenant, mais beaucoup sont partis aussi à l'étranger. Donc c'est un peu le même problème qui s'est posé pour mettre ces enfants juifs à l'abri.
Alors oui, alors il s'est posé de manière d'autant plus cruciale pour les enfants allemands, autrichiens, enfin ces enfants voilà, des territoires de l'Est, puisqu'en fait enfin ce sont là que les persécutions, tout d'abord, ont débuté assez fortes. Avec pour l'Allemagne la nuit de cristal, où là finalement les parents qui voilà résistaient encore à l'idée de protéger leurs enfants en les envoyant loin, tout cela va basculer. Et donc on a ces enfants-là qu'on va envoyer, ça va être en France ou même plus loin, aux États-Unis notamment, là c'est le cas, puisque l'idée c'est vraiment de les éloigner le plus possible du danger, avec en plus la conquête au fur et à mesure par l'Allemagne nazie de l'Europe, donc en plus avec ce phénomène de fuite en avant. Qui malheureusement, les taux de survie en témoignent, les enfants restent les plus vulnérables, parmi les vulnérables. Et donc effectivement là on suit le destin notamment d'enfants qui finalement doivent leur survie à leur départ aux États-Unis. C'était vraiment où là ils se sont retrouvés à la fois extrêmement bien accueillis par une communauté juive très bien implantée, et éloignés physiquement du danger. Oui. Voilà. Alors après c'est ça, c'est que là c'est là aussi, et je trouve c'est extrêmement bien montré dans l'article, c'est que effectivement si ces enfants sont rescapés et ont été éloignés physiquement du danger, il en reste quand même un traumatisme, et ça c'est vraiment important de le souligner aussi. Alors un autre génocide qui est évoqué, c'est rupture et saccage de la filiation. Alors là, on parle du génocide des Tutsis. C'est un génocide donc qui a été traité par Hélène Dumas du CNRS, qui avait écrit aussi un livre Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis. Alors là, c'est 1994-2006, avec un massacre systématique des enfants. Et là, alors, c'est encore une autre forme de génocide. Oui, là, on a vraiment... Hélène Dumas, en fait, aborde vraiment cette question du génocide des Tutsis du Rwanda, en soulignant cette volonté des génocidaires Hutus qui s'engageront en tant que génocidaires, il y a eu des justes, qui vont en fait s'engager dans le fait de provoquer une rupture de filiation, voire de corrompre ces liens de filiation à travers un massacre systématique des enfants, vous pardonnerez, oui. je la cite un peu, à la fois des enfants dans le ventre de leur mère, et des enfants qui sont là. Et donc on a vraiment des pratiques qui sont extrêmement brutales, très très extrêmes, qui ont pu être, dont des rescapés ont pu témoigner, et les enfants effectivement vont être spécifiquement visés. On a aussi dans le cadre des unions mixtes, Tutsi Hutu, un phénomène là c'est une autre enseignante chercheuse, c'est Violaine Baraduc, qui s'est intéressée notamment à ces femmes Hutus qui vont même aller jusqu'à supprimer leur enfant issu d'une union avec un Tutsi. Donc on voit vraiment qu'il y a eu toute une propagande d'État qui finalement a imprégné la société, notamment la communauté Hutu, et qui a poussé à des actes extrêmes, et qui sont propres à ce génocide-là, vraiment. Et ce génocide qui a encore des conséquences d'ailleurs actuellement au Congo, puisque des Hutus qui sont réfugiés au Congo et des Tutsis aussi qui s'affrontent maintenant dans ce pays. Et alors, je vois une phrase, 3 décennies après le génocide, certains enfants n'ont jamais retrouvé la trace de leurs parents. Alors, certains parents ont cherché des enfants, là, c'est les enfants qui cherchent leurs parents. Et là, il y a un très beau dessin d'ailleurs dans votre exposition que vous avez fait, que vous avez agrandi, dessin de Gassure, 14 ans. Alors là, c'était pour donner un petit peu une ouverture plus d'espoir des enfants qui, malgré tout, restent
Reste confiant dans l'avenir, si on peut dire. Oui, non. Alors en fait, effectivement, c'est une problématique en fait propre aux conséquences de ces phénomènes, qui est que il y a vraiment un effroi face à cette violence pour les enfants, et donc cette difficulté aussi d'être en capacité. Alors ça va être leur jeune âge souvent, mais aussi justement ce traumatisme, cette effraction de la violence extrême dans un quotidien qui fait qu'ils auront beaucoup de mal en fait à témoigner pareil, la pratique du nom de famille. C'est une filiation qui va... On n'a pas nécessairement de nom de famille, on va se reconnaître en tant que fils de telle personne. Et donc finalement, ce sont des enfants, les conséquences à long terme va être cette rupture de la filiation, de cette perte de la mémoire, de l'histoire familiale, et finalement l'incapacité à retrouver leurs parents qui parfois pourront être en vie, et pour les parents de retrouver leurs enfants, puisque alors maintenant on recourt à l'ADN, ce qui permet de rapprocher parfois quelques familles, mais c'est encore quelque chose qui est c'est initié, c'est très coûteux. Et il faut aussi que les enfants sont devenus des adultes aussi souhaitent se plier à cet exercice. Alors on arrive à la dernière partie, donc sortir de la guerre, vers l'avènement de l'enfant comme sujet de droit en temps de guerre. Alors là c'est Bruno Cabane qui en parle, d'une université américaine, Ohio State University. Alors là, c'est face à la guerre de 1924, Déclaration universelle des droits de l'enfant. Alors c'est ce qu'on a appelé la Déclaration de Genève. Alors vous en avez même fait une carte postale, là, je vois dans le livre. Donc cette Déclaration de Genève, bon, je ne vais pas toute la lire, mais article numéro 1, l'enfant doit être mis en mesure de se développer d'une façon normale, matériel et spirituel. De l'enfant qui a faim doit être nourri, etc., etc. Bon, ça c'est... Là, vraiment, vous en avez fait un grand dans l'exposition et dans le livre, quelque chose d'important. Alors c'est vraiment important, Bruno Cabane qui s'intéresse en fait à l'histoire des droits de l'enfant, notamment au XXe siècle, puisque c'est là qu'il va émerger. En fait, cette déclaration de Genève, donc de 1924, ça va être la première proclamation, il y a ça n'a aucune efficience juridique, ce texte, mais néanmoins c'est la toute première déclaration qui va donner des droits à l'enfant. On la doit notamment à des membres de la Société des Nations, et surtout à une des premières ONG qui va s'intéresser aux enfants et qui va les prendre en charge et va défendre leurs droits, qui est Save the Children. C'est une association qui est encore extrêmement active. Et donc c'était essentiel, ce texte est vraiment essentiel en ce sens-là. Donc après, effectivement, il y a tout un travail tout au long du XXe siècle, donc avec la Seconde Guerre mondiale, compte tenu du million d'orphelins, des violences extrêmes, et notamment de la Shoah, où là, on va avoir vraiment une législation en propre relative aux droits de l'enfant qu'on va définir à ce moment-là et qui va évoluer dans le temps. On va condamner notamment, il faut attendre 1977 pour condamner le recours aux enfants soldats, combattants juvéniles, donc c'est quand même très tardif. Et je pense que cette législation, qui est quand même encore largement bafouée, sera amenée à évoluer avec justement des nouvelles pratiques. Nouvelles pratiques pour le coup, bellicistes, le recours, Malheureusement, les humains sont aussi très créatifs de ce point de vue-là. Donc ce texte, effectivement, occupe une place importante puisque c'est vraiment le tout premier texte à s'intéresser enfin aux enfants et à leurs droits. Alors bon, on espère que ce droit de l'enfant va être enfin respecté. Bon, quand on sait ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe au Congo, enfin bon, on pourrait faire la liste. Mais alors, moi, j'ai vu peut-être un espoir. L'ONU adopte le protocole qui prohibe formellement le recrutement d'enfants et porte de 15 ans à 18 ans l'âge légal de leur participation à des conflits armés. Donc on accepterait que de 15 ans à 18 ans, ils participent à des conflits armés. Alors bien sûr que nous, à l'Union pacifiste, on n'est absolument pas d'accord avec cette... Enfin, on peut estimer que c'est quand même une avancée, mais on a encore beaucoup de chemin à faire.
Il y a énormément de chemin à faire et c'est vraiment ce qui ressort finalement de ce catalogue, c'est ce paradoxe vraiment qui est cette sensibilité. D'ailleurs, voilà, l'émission qu'on fait on le prouve, le catalogue, l'exposition, le travail des ONG surtout essentiellement, voilà, toute cette interrogation sur les enfants, la place des enfants dans nos sociétés. Et finalement, malgré tout, ces violences qui perdurent, qui ne cessent pas, avec des phénomènes assez massifs, malheureusement, de violences guerrières. Mais néanmoins, nous avons voulu à la fois finir ce livre, catalogue livre, sur cette note qui est cette écriture des droits de l'enfant tout au long du XXe siècle, et comme vous le dites, effectivement, en espérant qu'il soit respecté. Alors, je crois que Joël Vacher m'a dit, parce que lui, il a eu la chance d'assister à l'inauguration, qu'il y avait énormément de monde à l'inauguration de cette exposition. Est-ce que c'est un sujet, justement, qui attire, qui est un peu, qui touche davantage les personnes? C'est toute la difficulté, c'est qu'effectivement, comme les conflits, les conflits n'ont jamais cessé en fait, depuis la nuit des temps. C'est quelque chose, est-ce que c'est inhérent à l'humain? Mais en tout cas, effectivement, c'est un sujet qui est assez sensible finalement. Et peut-être citer les réactions d'enfants de CM2 qu'on a reçus en classe, des classes de CM2 qu'on a reçues. Et finalement, le public est c'est peut-être le public est le plus prêt à recevoir l'exposition. Enfin, c'était assez surprenant. Les enfants ont ce regard, assez il n'y a pas encore d'idéologie ou de préjugés, et ce qui fait qu'ils le reçoivent en tant que tel. Donc peut-être citer les mots d'un petit garçon qui, pour qualifier les sources des historiens pour écrire l'histoire de l'enfance en guerre, les documents de la tristesse. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie?
pour les grands, assez grands pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux. Après cette belle chanson de Jacques Higelin et la présentation du livre catalogue de l'exposition Enfants en guerre, guerre à l'enfance par l'historienne Anne Tournier-Roux, nous devons penser à tous les enfants qui continuent à souffrir et à mourir dans les guerres d'aujourd'hui. À ce jour, les journalistes n'ont pas toujours, comme vous le savez, accès à la bande de Gaza, où l'armée israélienne a mené pendant 15 mois une guerre génocidaire qui a provoqué la mort de dizaines de milliers d'enfants. Les journalistes ont aussi beaucoup de mal à couvrir les conflits meurtriers de la République démocratique du Congo, notamment dans la région de Goma, et aussi au Soudan. Et je ne cite pas encore toutes les autres guerres qui se déroulent sur notre planète. Malheureusement, les historiennes et les historiens ne pourront travailler sur les conséquences de ces guerres que dans quelques années. Mais la visite de l'exposition de la contemporaine peut servir à une prise de conscience aussi bien des publics adultes qu'enfants. L'exposition, je le rappelle, se tiendra jusqu'au 15 mars 2025. Pour les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem, qui ne pourront pas se déplacer à l'université de Nanterre dans la région parisienne, je conseille vivement de se procurer le livre catalogue qui est une étude très sérieuse sur le mal que les guerres font aux enfants. Alors, ce fameux livre, vous le distribuez bien sûr à la Contemporaine. Alors, venez le chercher à la Contemporaine, vous en profiterez pour vérifier, pour visiter la très belle exposition, qui va durer jusqu'à quelle date? Il faut préciser la date, et en même temps, comment on peut se procurer ce livre? Alors, l'exposition dure jusqu'au 15 mars. Et pour se procurer le livre, eh bien, c'est dans toutes les bonnes librairies, mais aussi dans les grands distributeurs, donc la FNAC pour citer des marques, ou en ligne. Donc ce beau livre qu'on doit aux éditions Anamosa, notamment, je profite pour remercier à nouveau Chloé Paté et Mélie Giusiano, qui ont fait un travail de maquette vraiment assez magistral sur tout cet ouvrage et d'édition. Et je signale que cet ouvrage est extrêmement léger aussi, si ça peut inciter, avec un beau format carré. C'est un ouvrage très léger. Donc le sujet est assez pesant, mais l'ouvrage est léger. Donc je recommande vraiment la consultation de cet ouvrage. Et puisque nous sommes dans les conseils de lecture, je vous annonce la réédition de Merci Cabu. En 2015, l'Union pacifiste avait publié la première édition de cet ouvrage après l'assassinat de notre ami Cabu. Il contenait beaucoup de dessins offerts par Cabu à l'Union pacifiste et notamment une cinquantaine de unes du journal. Les exemplaires ont été très rapidement épuisés et nous espérions un jour peut-être pouvoir faire rééditer ce livre. C'est chose faite, grâce à Jean-Marc Reynaud et aux éditions Libertaires. Maintenant, des exemplaires sont disponibles à la librairie Publico et au siège de l'Union pacifiste, qui est situé 66 boulevard Vincent Auriol dans le 13e arrondissement de Paris. Le livre peut aussi être bien sûr commandé à l'Union pacifiste. La réédition de ce livre a permis aussi de relancer un projet ancien de l'Union pacifiste. Il s'agissait de concevoir, avec des dessins et des documents de notre ami Cabu, une exposition qui aurait pour titre « Cabu, pacifiste et antimilitariste ». Les contacts que nous avons eus avec le musée de la Contemporaine sont très positifs. Nous espérons donc pouvoir vous présenter l'exposition au début de l'année prochaine, mais nous tiendrons, en attendant, les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem au courant de l'avancée du projet. Et maintenant, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
viver, paródia de noite machê, sem maca sabura. És vida só que nós está viver, paródia de noite machê, sem maca sabura. Angola, Angola, e popsal, a minha os catamatã, bem coara para amanhã caminho. Angola, Angola, e popsal, a minha os catamatã, bem coara para amanhã caminho. Esse convivência desse meus vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Esse convivência desse meus vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, e poça, caminhos catamatã, nem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, caminhos catamatã, nem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, caminhos catamatã, bem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, caminhos catamatã, bem cora para banhar caminho. Esse convivência desse meus vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Esse convivência desse meus vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, e poça, a minha os catamatã, bem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, a minha os catamatã, bem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, a minha os catamatã, bem cora para banhar caminho. Angola, Angola, e poça, a minha os catamatã, bem cora para banhar caminho.